Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Nos 200 dates, le dernier livre de Cherif Guémour et de SoFoot. Cherif, quel est... Tu veux le présenter ? On va le présenter à la vidéo. Voilà. Alors la vidéo, voilà. Nos 200 dates, le dernier livre donc de Cherif Guémour et de SoFoot. Quelle est la date ? Benjamin, tu vas là. Ouais, je l'ai eu en PDF, moi. Voilà, bah, c'est bien le PDF voilà, aussi. Là, on me voit même pas. Cherif, quelle est la date la plus forte footballistiquement selon toi du XXe siècle, même si ça va jusqu'au du XXe siècle déjà. Incontestablement, forcément une Coupe du Monde, donc une demi-finale. 70 ? Ah, la demi-finale de 70 ouais, soit celle de 70. Le match du siècle. Ouais, c'est ce qu'on appelait le match du siècle. Après, il y en a eu un autre, mais c'est au 21e siècle, un certain France-Argentine, il n'y a pas longtemps. Et ouais, sûrement cette date-là, pour plein de choses, pour la modernité, pour le soleil de Mexico, pour Pelé. Non, ça c'est la Coupe du Monde, c'est pour la Coupe du Monde. Pour et le puis scénario. Après, voilà pour le scénario, pour la folie, parce que les mecs sont vannés. Ils ont joué et il faut voir les buts, hein, ça va d'un but à l'autre. Et là, il y a plus de tactique. Il y a plus de blessures parce que Beckenbauer a le bras en écharpe, mais il est obligé de jouer. Mais les autres, ils sont vannés, pareil. Ils ont tous les chaussettes baissées. Ils se sont donnés comme des fous pendant 90 minutes. Et il faut qu'il y ait un vainqueur. Et donc voilà. Puis après, il y a la légende parce que bon. Comme c'était en direct, je sais plus, ça a dû se dérouler pendant la nuit en 1970. Et c'est surtout la magie, justement, des matchs que trop peu de gens ont vus en direct. Alors que maintenant, je veux dire, le moindre match de deuxième division argentine, on peut le suivre sur YouTube le lendemain, ou alors avec des... Je crois comme aussi le Saint-Étienne-Kiev, je crois que dans ce style. Oui, voilà, qui n'a pas été télévisé. C'est comme ça que naissent les légendes. Bah, c'est aussi tous les combats de Marcel Cerdan. Personne ne les a vus, hein, les combats de Marcel Cerdan. Donc voilà, c'est maintenant. Je veux dire, on parlait du XXe siècle. Hein. Donc voilà, c'est le XXe siècle. Maintenant, XXIe siècle, c'est YouTube, Spotify, c'est sur son portable quand on faisant autre chose, en commentant par ailleurs. Donc voilà, la magie a disparu. Mais je fais pas de la nostalgie, c'est très bien. Il y a des super matchs, des super joueurs. Alors ce livre de 200 dates, c'est un condensé du style SoFoot et aussi du style Cherif Guémour, que tu présentes ainsi, Cherif, dans le livre, dans ta préface. C'est le style de l'épicerie Rebeu, un max de choses dans un espace réduit. Ouais. Faire attention avec ces expressions aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est toi qui le dis. Hein. Je revendique, j'assume. Non, c'est comment dire, c'est ce qu'on appelle les formats courts. Format court, il faut condenser dans à peu près 1000 signes du foot, de la culture, de la musique, de la géopolitique, de la politique, de la sociologie, et ça doit couler, ça doit couler de source et ça doit faire naître des images. C'est comme un poème, c'est comme une chanson, parce que si c'est juste raconter le match et dire bah voilà, à la 5e minute ils ont ouvert le score, à la 10e il y a eu l'égalisation, ça m'intéresse pas. Donc le truc, c'est que j'ai envie de faire un peu rêver les gens et puis les surprendre, ceci, cela. Un exemple, le Brésil 58 où tu croises à la fois le football, l'arrivée en Mondovision de Pelé, mais aussi les évolutions du Brésil, la modernité, la redécouverte de la démocratie, la bossa nova, la musique, l'architecture, le désenclavement du Brésil, parce qu'auparavant, toute la vie brésilienne se faisait sur les côtes, et là, le Brésil va à ce qu'ils appellent l'intérieur, c'est-à-dire la nouvelle capitale, Brasilia, ceci, cela. Et donc, des fois, il n'y a pas de hasard. Hein. Les planètes s'alignent. Le Brésil devient numéro 1 dans tous les domaines. Et c'est magnifique. Ça aurait pu être ma date préférée, en 58, le Brésil. Alors, on reste sur le Brésil, puisque tu mets en avant, évidemment, l'avènement de Pelé en 58, qui est aussi un emblème, le héros de la communauté noire. Mais tu rappelles aussi qu'avant lui, il y a eu Léonidas. Oui, Léonidas, c'est le Brésil encore de la discrimination, des Brésiliens qui doivent baisser la tête, qui sont juste acceptés, parce qu'ils sont arrivés très tard dans le football professionnel brésilien, pour des tas de considérations, mais vraiment hallucinantes, genre un gardien de but noir est forcément déconcentré, parce que voilà, c'est ce qu'on croyait, hein, c'est les préjugés de l'époque, attention. Donc
Donc voilà, qui n'a pas pu être la star qu'il aurait dû être. Bon, après, on est dans les années 30 avec Léonidas. Et Pelé a un peu rattrapé tout ça. Et donc ça a commencé sur un terrain de foot et puis ça a fini dans les palais ministériels parce qu'il a fini ministre des Sports. Alors tu parles beaucoup du Brésil dans le livre, on va avancer un peu dans le temps. Tu reviens sur plusieurs épisodes du football brésilien contemporain, notamment sur Ronaldo, le Ronaldo le Brésilien. Il y a notamment plusieurs pages qui sont consacrées à ses buts. Il y en a une sur le but qu'il marque avec le FC Barcelone contre Compostelle. Alors j'ai noté la date, c'est le 12 octobre 1996, un but qu'on a revu en tout cas personnellement j'ai vu des dizaines de fois pour essayer de refaire certains gestes, je suis toujours pas réussi. Et tu reviens également sur sa blessure cette fois avec, j'étais là, c'est dur ça. Sa blessure avec l'Inter. Tu peux nous raconter ce but, c'est notamment la discussion qu'il a ensuite avec le t-shirt et le les professeur Saillant, qu'il avait opéré la première fois. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu le crack. C'est d'abord c'est visuel mais c'est aussi auditif. Et là c'est Ronaldo, c'est Achille qui reçoit la flèche sur le talon, donc c'est sa fin de carrière. C'était pas sa première blessure d'ailleurs. Et Lippi dit c'est la dernière fois. J'ai su que c'était la dernière fois que j'entraînerais le grand Ronaldo. Et c'est ce qu'on a tous pensé, et c'est ça qu'il y a de fabuleux. Il y a deux circonstances qui font que des fois les génies doivent se réinventer. C'est la blessure et l'âge. Et donc, à ce moment-là, on était tous persuadés, parce qu'en plus, l'opération, elle n'était pas garantie du tout. C'est le professeur Saillant à Paris, vive la France. Ils sont devenus amis d'ailleurs, c'est normal. Mais c'est miraculeux. C'est miraculeux, comme la blessure de Maradona, Goycochea, c'était en 83, il me semble. Ouais, comme donc, voilà. Donc, en général, on se remet pas de ce genre de blessure. Et tu dis à ce propos d'ailleurs c'était la fin du Pibe del Oro. Il devient un homme, Maradona, après cette blessure à son retour. Il faut se réinventer, c'est pas la même chose. On a été éprouvé, donc on sait que c'est ces gens, c'est ces génies, ces artistes qui voient la mort en face, qui voient la fin, parce qu'ils étaient jeunes tous les deux. Et Ronaldo, c'était ça. Et Chérif, t'envisages, ce qui m'a un peu surpris et interrogé, t'envisages aussi la piste du dopage concernant Ronaldo lors de son passage à Eindhoven. Oui, on est plein dans les années 90, les grandes années du calcio. N'oubliez pas, il y a eu deux morts récemment, Viali et Mihailovic. C'est pas moi qui le dis, ils sont quand même morts à 50 ans, 52 ans, c'est jeune. Donc les années, le calcio, la Serie A des années 90, on va le répéter pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'était fantastique, c'était merveilleux. Il y avait un impact physique qui pose des questions. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Et peut-être qu'il y a une charge musculaire, une masse musculaire que Ronaldo a pris pendant toutes ces années et qui ont déréglé un peu tout le reste du corps, les tendons notamment, quoi. Et on n'a pas la preuve. C'est sur la question des appuis, notamment extrêmement... À la base, brutaux. À la base, je veux dire, dopage ou sans dopage, à mon avis, il aurait eu du mal à jouer jusqu'à 40 ans parce qu'il avait des... C'était ça aussi les ressorts de la modernité, parce que pourquoi Ronaldo, justement, c'est intéressant les deux dates que tu as soulevées. La première, c'est quand il est arrivé, le premier jour où le monde entier a découvert Ronaldo, et justement parce que c'était la modernité, c'était la vitesse. Il y a aussi le but contre Valence qui est formidable. Ouais, donc ça on se rappelle tous que le football passe à un stade supérieur, et surtout pour en venir à sa blessure. 12 avril 2001, puisqu'on reste dans les dates. Pour la blessure, c'est la grande famille du foot. On a tous... je dirais pas qu'on a tous pleuré, mais le monde entier, y compris ceux qui n'aiment pas Ronaldo, ceux qui ne l'admiraient pas, on était tous inquiets pour lui, quoi. Il y a des joueurs qu'on peut ne pas aimer, parce que c'est ça aussi le foot. C'est un rapport d'amour et de haine pour des clubs qu'on n'aime pas et tout. Et puis des fois, il y a la douleur, la tristesse aussi. Je veux dire, Gascogne qui pleure. Enfin, Gascogne, est-ce que c'était un joueur qu'on aimait? Enfin, peu importe. Mais quand il se met à pleurer, toute l'Angleterre se met à l'adopter. L'Italie 90. Ouais. Voilà, le monde entier. Il se met à pleurer en pleine demi-finale de Coupe du Monde, parce qu'il sait qu'il a pris un jaune et que quoi qu'il arrive, il jouera pas la finale. Donc voilà, la blessure de Ronaldo, c'est ça. Elle devient universelle. Ton joueur préféré pour terminer? Alors il y a Cruyff, les 4 Beatles, c'est lui tout seul. Il y a Best, le 6e Rolling Stone, parce que t'es un grand spécialiste de musique par ailleurs. Ouais. Les Michel, il y a beaucoup de pages sur les Michel aussi dans le football. Oui, alors il y a Cruyff pour la modernité.
La classe, la beauté, le côté félin. J'aime bien les joueurs félins. Et puis après, pour la nostalgie, des qualifications au mois de novembre au Parc des Princes sous la pluie. Michel Platini. Ouais. C'est notre génération. On ne peut pas vous imaginer ce que c'est que le match du mercredi soir, le match de la dernière chance contre la Bulgarie, contre la Yougoslavie, contre les Pays-Bas. On attend Michel et Michel arrive. Allez, Michel, oui, Michel, crie. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Mais une fois de plus, je fais pas dans la nostalgie. La plupart des dates que j'ai rédigées, elles sont vraiment des années 2000, 2010, 2020. Hein. Oui, la finale Milan, Liverpool de 2005. Déjà, j'aurais pu écrire un bouquin dessus. J'en ai fait qu'une date. T'en as écrit un sur la remontada. Oui, ouais. Déjà, oui. Non, mais on a des matchs absolument fabuleux. Enfin, je veux dire, je sais pas si évidemment, on va parler du Chelsea-Real Madrid, enfin des deux matchs, enfin qu'on a eu la semaine dernière en Ligue des Champions, c'est du niveau, mais stratosphérique. Alors, on va terminer avec ça justement. Vos pronostics, David, Benjamin et Chérif, sur les matchs retour de Ligue des Champions. On commence par le Chelsea-Real de demain. Bon, un peu de doute en voyant le match aller quand même. Hein. Ouais. Moi, je mets Real sans problème. Alors, peu importe le score, ça oui, alors en principe, mais en principe, le Real passe, mais ce Chelsea a un vrai ADN européen. Il ne l'avait pas avant, ce que Manchester City n'a pas, par exemple. Et donc, se qualifier, j'ai du mal à le croire, mais un sursaut d'orgueil, quelque chose, peut-être. David ? Très franchement, moi j'étais surpris par la nomination de Frank Lampard. Je ne sais pas si vous avez la stat ça n'a aucun sens. Sur les 16 derniers matchs, je crois que c'est 14 défaites, 2 nuls, une victoire sur les 17 derniers matchs. Donc, c'est pour ça que je parle des joueurs. Vraiment, alors avec Graham Potter, peut-être. Ouais. Il nous reste 20 secondes, messieurs. Un mot sur Naples-Milan, David ? Naples-Milan ? Ouais. Je pense que Naples, en fait, ici, le retour de Simène, sera déterminant dans cette confrontation. Pareil. On gagne du temps. Benjamin ? Naples, sacrée équipe cette année. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Chérif Guémour, merci d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir présenté ton nouveau livre, nos 200 dates publiées chez Marabout avec SoFood. Benjamin, merci à toi. David Guzman, merci à toi beaucoup. Et à la prochaine. C'était ta première comme Vitinha dans Classico. Exactement. Tu m'as pas fait chanter en fait comme équipe de France. J'avais prévu, c'est un peu dommage. La prochaine fois. Merci à toutes, tout de suite Cyril Saracoen, suivi d'Avenir Azoulay. Très bonne soirée et à la semaine prochaine dans Classico avec Daniel Riolo.